Question pour introduire la chose. Qui aime les chiens? Vous aimez les chiens, comme disait très bien, comme disait Michel Drucker, bien sûr. Vous aimez les chiens. Est-ce que vous savez quel est le plus gros drame des chiens de compagnie? C'est quoi? Manger les orthèses. Non, ça c'est le drame du maître. Non, pas l'ennui. Ça s'ennuie pas un chien. C'est quoi le drame quand on parle des animaux de compagnie? Bah évidemment, l'abandon. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de chiens qui sont abandonnés par leur maître au bout de 3 ans? 10%. 10% des chiens sont abandonnés par leur maître au bout de 3 ans, et je suis sûr que si je vous pose la question, vous trouvez ça juste inhumain. Vous trouvez ça inaccessible. Alors pourtant, on est là, on n'a rien de particulier avec les chiens, mais moi j'ai pas de chien et je trouve que c'est pas gentil. Et on accepte quand même que 50% de nos patients qui ont besoin d'orthèse abandonnent leur orthèse. Bah non, mais leur PPC, pardon, l'orthèse. Ça s'appelle, voilà. D'accord? Vous voyez le truc? Alors, quand vous avez un chien ou une personne qui est perdue, qui est abandonnée, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des détectives, à une équipe de choc. Et donc, quand vous avez ça et que vous voulez lutter contre ce fléau-là, vous êtes obligé de faire appel à une équipe de choc. Donc là, je vais vous présenter l'équipe de choc d'aujourd'hui, d'accord, que vous avez devant vous. On va essayer de vous expliquer comment on fait, nous, dans notre travail quotidien, pour avoir des bons résultats et ne pas être à ces 50% à 3 ans, parce que nous, on a la clé. Donc on va vous donner la clé pour que vous puissiez vous en servir. Donc attention, je sais que c'est la fin du congrès et que vous attendez le clou du spectacle après, mais un petit peu de patience, s'il vous plaît. Donc voilà, donc, moi c'est Eddy Prétorian, je suis petit artisan de campagne, femme de terrain, Alice. Donc on va essayer de vous montrer des petites choses. Donc pour pouvoir ne pas se retrouver dans cette situation catastrophique d'abandon de l'appareillage, la première chose, le début du début, c'est le docteur qui se pose la question de faire un dépistage d'apnée. La première question, c'est pourquoi je fais mon dépistage? Quel est l'intérêt de faire le dépistage? Comme ça, je vais choisir le bon examen et je vais le lire et je vais interpréter les résultats de la bonne façon. Et moi, personnellement, donc là, voilà, est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Et perso, je me pose la question, est-ce que c'est pour le risque cardiovasculaire ou est-ce que c'est pour les symptômes? Parce que c'est pas pareil, je ne vais pas expliquer aux patients de la même manière, je ne vais pas chercher les mêmes symptômes derrière ou pas, et je pars du principe, on en a parlé dans les ateliers, notamment dans le premier l'atelier Sidélec, si jamais c'est le risque cardiovasculaire qui est le moteur, c'est le patient qui a assez peu de symptômes, mais qui est hypertendu, qui a fait un AVC récidivant, je ne comprends pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'hypoxie. La charge hypoxique, ce sont les événements évidents qui désaturent. Donc là, je fais une polygraphie, je suis bête et discipliné. Si le patient ne désature pas du tout et qu'il se plaint de rien, je ne vais pas être très investigateur. En revanche, si le patient vient parce qu'il y a des symptômes, que ce soit du bon standard, ronflement, fatigue, ou que ce soit des symptômes bien plus subtils que ça, que ce soit des céphalées, que ce soit des problèmes de mémoire, etc. Là, c'est plutôt la fragmentation du sommeil. Donc là, je vais expliquer aux patients différemment ma recherche. Mais déjà, moi, dans ma tête, je me pose cette question-là. Deuxièmement, c'est comme toujours, il faut préconditionner le patient. On fait de la manipulation mentale. Donc on conditionne le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en consultation, je pose des questions. Alors je fais toujours un peu le malin, donc je tourne un peu autour du pot. Le patient ne comprend pas pourquoi il vient pour un problème cardiologique chez moi, qu'on lui pose des questions qui n'ont strictement rien à voir. Et je lui explique, voilà, je vais vous faire un examen pour chercher l'apnée du sommeil. Alors souvent les patients ils disent, mais moi l'apnée du sommeil, pas du tout. Il dit, bah, vous savez, voilà, ça peut donner ça. Voilà ce que je vais vous faire comme examen. Je vais vous faire un examen qui s'appelle une polygraphie, qui enregistre les capteurs pendant toute une nuit. Je vais l'interpréter. Et si jamais cet examen montre que vous faites trop d'anomalies respiratoires dans la nuit, il est très probable qu'on discute d'un traitement, quel qu'il soit. Donc je prépare le patient psychologiquement. Ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est un investissement extrêmement payant. Et comme ça, le patient, il part, et ça lui évite de partir avec un nom d'examen dont il ne sait pas à quoi ça se mange, qui regarde sur Internet, et quand il arrive en consultation pour que je lui donne les résultats, et que je lui demande, je vais lui dire, allez, essayez-vous, comment allez-vous? Et le patient il me dit, moi, je vais très bien.
Et là, je dis, OK, très bien, pas de problème. Donc, si je lis entre les lignes, docteur, quelle que soit la chose que vous avez vue sur votre examen, si jamais vous pensez que vous allez mettre un appareil, vous le mettez exactement à l'endroit indiqué. Donc, comme ça évite vraiment d'avoir ce genre de discussion. Et le patient part avec l'idée que peut-être, effectivement, que si jamais le docteur il trouve quelque chose, comme ça, si jamais il me dit, mais de toute manière, docteur, je ne veux pas avoir quoi que ce soit et vous me laissez tranquille, voilà, on en discute une autre fois. Mais on ne fait pas un examen pour rien. Une fois que j'ai fait l'enregistrement, je l'ai lu, le patient vient en consultation. Je donne toujours les rendez-vous, surtout des patients que je dois traiter, où il y a des choses à faire. Je préviens le patient que si vraiment l'examen est strictement normal, je fais un courrier, etc., etc. Surtout des patients que je suis emmené à revoir, on est dans un petit bled. Et je lui explique, je dis voilà, on a fait l'enregistrement, j'ai trouvé ça, voilà pourquoi je considère que vous n'êtes pas bien. Parce que voilà, je lui montre des apnées, je lui montre des hypopnées, je lui montre éventuellement les signes indirects de micro-éveil, des forts éveillants, si vous étiez là quand j'ai fait l'atelier l'autre jour avec Jean-Pierre. Et évidemment, il faut bien se préparer parce que quand vous dites au patient, vous faites de l'apnée du sommeil, je cherche l'apnée du sommeil, qui revient et qui dit « Ah ouais, je fais de l'apnée du sommeil, montrez-moi » et qui fait aucune apnée alors qu'il a un tracé pourri, soit d'hypopnée, soit de limitation des bienveillantes, il faut se préparer et puis mettre la bonne page qui va bien. Et si jamais il fait 4 apnées coup sur coup dans un environnement pourri d'hypopnée, vous faites une page d'apnée, vous dites « Voyez ça », plus ou moins sévère toute la nuit. N'hésitez pas à faire le test de l'apnée, ça aide beaucoup. Il y a des logiciels qui permettent de faire en live, vous démarrez, et vous dites arrêtez de respirer. Alors évidemment, je dis non, ça c'est Jacques Mayol, vous faites le contraire, vous expirez, vous bloquez le truc, et là on rigole 5 minutes. Donc en général, ils ne tiennent pas au bout de 5 minutes parce qu'ils ne s'y attendent pas. Donc voilà, et on leur explique à quoi sert la machine, pourquoi on le met, et on leur explique bien évidemment que c'est un traitement qui est palliatif. La PPC, on ne le présente jamais comme un traitement curatif, les patients ne guérissent pas. Je ne sais pas si vous faites ça, mais à la fameuse question, et docteur, je mets pendant combien de temps ça, la réponse est, chez Afflelou, ils ont dit quoi quand vous leur avez posé la même question? Ils disent, bon, on n'a pas posé la question, donc merci de ne pas me la poser, je ne vous guéris pas, je fais juste du traitement palliatif, ce n'est pas un cancer, mais ça reste du palliatif quand même. Une fois que j'ai expliqué tout ça, ça veut dire que j'ai fait mon choix. Là, en l'occurrence, on parle de la PPC, mais on peut élargir au traitement en lui-même. J'ai fait le choix de traiter. Donc la mécanique dans la tête, c'est je dois le traiter. Qui traite-t-on en apnée du sommeil? La réponse est les patients sévères. La vraie question derrière, c'est qu'est-ce qu'on appelle sévère dans l'apnée du sommeil? C'est là où les choses se compliquent un tout petit peu. Donc j'ai simplifié sur la prochaine diapo. Donc vous voyez, j'ai fait un petit peu supérieur égal à 1 sur 3. J'ai simplifié l'arrêté préfectoral de 2017. Et si on pense que le seul critère d'appareillage, c'est l'IH, bien évidemment, j'espère que personne dans cette salle n'imagine que c'est le critère. Donc il y en a 3, grosso modo. Il y a l'IH, les symptômes et les comorbidités. Restons extrêmement simples. Dans chacune des cases, ça peut être sévère, pas sévère. Je ne parle pas entre 5 et 10. Bon, on simplifie les choses. On est en fin de congrès. Donc, soit l'IH est au-dessus de 30, soit c'est en dessous de 30. On n'oublie pas qu'un IH à 20 en polygraphie, il n'est jamais à 20 en vrai. Ça, on garde pour tous ceux qui ont des scrupules à parier à 25 parce qu'ils veulent demander une polysomnographie à 25 pour qu'il soit au-dessus de 30, c'est de l'argent perdu et tout. Au niveau des symptômes, il peut y avoir des symptômes très gênants ou des petits symptômes. Il y a plein de patients qui ronflent, qui sont fatigués et qui disent bon ok très bien, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si moi ça m'embête pas de ronfler, ma femme va le tolérer, c'est pas un problème. Et puis après les comorbidités, il peut y avoir des comorbidités sévères ou pas. Donc grosso modo, j'explique au patient qu'il y a ce que la machine donne, ce que le patient dit, et puis est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent être aggravées par l'apnée du sommeil et qui pourraient se retrouver un peu soulagées en traitant l'apnée du sommeil. Et on va voir les 3 cas de figure, qui sont exactement les 3 cas de figure de la prise en charge par la sécurité sociale
de la PPC. Ne jamais confondre l'indication de traitement et ce que la Sécu paye. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. C'est pas parce qu'il y a une indication que la Sécu paye, c'est pas parce que la Sécu paye que ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Donc voilà. Et donc là, on a les 3 cas de figure. Les patients qui sont au-dessus de 30. Donc là, on revient à la publication de Marine avec les courbes qui montrent qu'au-dessus de 30, il y a vraiment une surmortalité, etc., etc., avec quelques symptômes et une comorbidité ou non. Évidemment, le patient qui se plaint de rien, qui n'a pas de comorbidité, on ne va pas lui faire de dépistage. Donc c'est rare qu'on va trouver un patient qui n'a rien et qui a un IH au-dessus de 30. Mais s'il y a des symptômes ou une comorbidité modérée et qu'on est au-dessus de 30, on décide de le traiter. Pour les IH intermédiaires, soit la problématique est un symptôme très gênant, et le plus gênant de tous, c'est la somnolence avec le risque accidentogène. On a tout à fait le droit de l'appareiller. Soit il y a un IH intermédiaire, des symptômes, mais là, ce qui trime, c'est la comorbidité. Et donc, on est dans les comorbidités cardiovasculaires, l'hypertension sévère, etc., etc. Donc, vous voyez, finalement, c'est assez simple, mais il faut juste imaginer qu'à chaque fois, on a 3 cases et on doit cocher celle qui est la plus sévère et qu'on comprenne pourquoi. Une fois qu'on a expliqué au patient, voilà, ça c'est pas bien, voilà pourquoi, on va vous appareiller. Inévitablement, mais ça j'enfonce des portes ouvertes, inévitablement vous allez avoir des remarques des patients. Ils vont dire, oh là là, l'appareil d'apnée du sommeil, m'en parlez pas docteur, je connais très bien, je l'ai entendu parler, j'ai dans la famille, etc., etc., etc. Alors, les questions les plus fréquentes. Première question, c'est un truc énorme, je me souviens de ma grand-mère. Non, c'est pas un truc énorme, c'est relativement petit, ça tient sur une table de nuit, on peut le transporter, etc. Deuxième question, ouais, c'est un truc énorme avec de l'oxygène, ça c'est le deuxième truc. Réponse, non, c'est pas de l'oxygène. Je leur dis, il y a 3 sortes de docteurs dans le monde. Il y a les vrais docteurs, ils vous traitent avec de la chimie, ils sont main dans la main avec l'industrie, ils se mettent plein les poches, et c'est comme ça. Il y a deuxième type de docteurs, c'est les faux docteurs. Ils vous traitent avec de l'eau et du sucre, c'est les homéopathes. Ils sont main dans la main avec l'industrie, mais pas la même. Et il y a le troisième type de docteur, c'est les charlatans, ils vous traitent avec du vent. Ça, c'est moi. Mais contrairement aux 2 autres, c'est super efficace. Donc je leur dis, ce n'est pas de l'air, c'est de l'air. Je vous souffle dans les branches et vous allez être content. C'est bio. Et en plus, c'est bio. Voilà. Oui. Et en plus, je leur dis, contrairement au fait de dormir sans la machine, vous allez avoir de l'air un peu plus pur parce que vous avez un filtre à l'entrée. Troisièmement, le bruit de la machine, ça fait un bruit énorme. On leur dit, à l'heure actuelle, pas du tout, ça dépend de ce que vous prenez comme machine, mais dans les machines actuelles, Nathalie en a parlé très bien, elles se valent toutes, il y en a qui sont plus silencieuses que d'autres, mais on est vraiment dans le petit frigo qui est dans la pièce d'à côté. Et moi, je leur dis, c'est un peu comme l'eau qui passe dans le radiateur, grosso modo. Pour pas dire, il n'y a pas de son. Je dis, il n'y a pas de bruit. Et en général, par rapport au ronflement, c'est eine kleine Nachtmusik Mozart. La taille du masque. Donc là, c'est Top Gun. Donc quand les gens ils disent, oui, je fais Top Gun, je leur rappelle simplement à quel point le sex appeal de Tom Cruise a augmenté après Top Gun. Et quand il me parle évidemment de Dark Vador, je sors la bonne blague avec Dark Vador bien, alors qu'avant Dark Vador pas du tout bien. Et je leur explique qu'il y a quand même beaucoup de tailles de masque pour s'adapter à tous les visages et qu'il ne faut pas imaginer qu'on ne met que le gros truc pour embêter les gens. Ensuite, oui mais docteur, je vais être obligé de dormir sur le dos. Vous savez quand même que de toutes les espèces animales, l'homme est quasiment le seul à dormir sur le dos, sinon les autres animaux, quand ils sont sur le dos, ils sont morts. Nous, on dort sur le dos et on trouve que c'est normal, alors que c'est absolument pas normal. Et là, on leur dit, bah non, il y a des masques quand même qui sont faits pour que vous puissiez dormir sur le côté. À titre d'exemple, je vous ai dit que je suis un excellent client pour ce type de congrès, parce qu'après avoir utilisé la ResMed, la Somnodent, je suis sous PPC et que j'ai un masque facial et je dors la tête dans l'oreiller et il n'y a pas de fuite. C'est comme ça. Non mais, c'est pas du tout une blague. C'est comme ça. On prend le pli de se caler la tête. On fait retour expérience client, non? L'industrie est là, ouais. C'est bon. Voilà. Et puis après, et si je me lève la nuit, comment ça va se passer? On dit, bah, vous avez 2 possibilités. Soit vous emmerdez à enlever les trucs, soit vous avez la possibilité maintenant sur certains masques de l'enlever. Ça permet de dédramatiser et de faire accepter aux patients et de lui faire comprendre que à un problème, une solution. Pas toujours. On lui dit pas,
que de temps en temps on est embêté, mais on dédramatise des choses et ça aide énormément. Et une fois que j'ai fait tout ça, le patient, parce que j'ai des coques vides pour leur montrer la machine. Et le patient, je dis voilà, et les patients, ils me disent merci beaucoup. Et je dis non, ça c'est une coque vide. Ah, et donc vous allez me donner une ordonnance. Non, bah, je vais chez le docteur. Non. Et bah, je fais comment pour la machine? Et là, je dis, nous avons la chance, en France, d'avoir un truc qui est juste génial. C'est pour ça que la comparaison des observances de tout ce qu'on fait avec les autres pays, c'est très compliqué à avoir. Nous avons le prestataire de santé à domicile. Alors, il est décrié, pas décrié, peu importe. Si on n'avait pas ça, on ne serait pas là pour discuter parce qu'on n'aurait pas ces données-là et cette expérience-là. Et je suis convaincu qu'en France, nous avons en tant que docteur une expérience, une expertise de ce qui se passe dans la PPC que les autres n'ont pas parce que les autres, ils prescrivent et ils ne voient plus les malades. Et donc, je leur explique, le prestataire de service, je dis, on va vous apporter à la maison, on va vous accompagner, etc. Et donc, voilà, on ouvre la porte. Et on ouvre, bien évidemment, on discute aussi des alternatives. Mais là, en l'occurrence, on lui donne le... Et à ce moment-là, le deuxième binôme, mon binôme de mon équipe de choc intervient. Parce que c'est elle qui va faire le vrai boulot. Moi, j'ai fait juste l'introduction dans la matière. Donc, Alice, tu as un micro. Merci, Eddy. Alors, je vais m'excuser d'avance parce que je serai beaucoup moins drôle que lui. C'est pas du tout, voilà, je suis pas dans la même catégorie. Donc, vous l'avez compris que nous, finalement, notre rôle, ça va être le plus dur, hein, c'est-à-dire d'éviter l'abandon, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on va, hop, tac. Je vais passer, voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer le rôle du prestataire finalement dans la prise en charge de la PPC. Donc, juste pour la petite pub, moi, je suis référente pour SOS Oxygène. Donc, notre rôle commence quand? Quand vous nous confiez votre patient. Donc, vous nous faites une prescription et nous, du coup, on intervient, c'est-à-dire le technicien prend le rendez-vous avec le patient au domicile et il ramène le matériel, évidemment, qui est prescrit sur une ordonnance avec une DAP accompagnée. Donc son rôle, ça va être effectivement de mettre en place le matériel, mais pas que, ça va être de former aussi l'entourage, de les sensibiliser à l'importance de l'utilisation. Et puis l'entretien évidemment du matériel et toute la gestion administrative, puisque on va créer un dossier administratif, on va s'occuper de tout envoyer aux caisses d'assurance maladie, aux mutuelles, de manière à ce que le patient soit bien pris en charge par ces caisses. Et puisqu'on ne travaille pas bénévolement, nous, on se fait payer par les caisses d'assurance maladie, donc on perçoit un forfait. Et ce forfait va être lié à l'observance du patient. C'est la raison pour laquelle on doit déclarer l'observance. Donc soit par le biais du télésuivi, soit par le biais de la carte SD avec un rapport d'observance qui va être généré par le technicien qui revient au domicile pour assurer le suivi. Donc ce suivi, on le verra plus en détail tout à l'heure. En tout cas, il respecte la LPP puisqu'on a vraiment des fréquences de visite obligatoires et davantage si nécessaire quand le patient finalement a du mal ou a des problèmes techniques ou a du mal à adhérer au traitement. Et puis on assure toute la gestion du matériel, donc la fourniture, le remplacement du matériel en cas de panne, le changement du matériel, tuyaux, masques, bulles, etc. Toujours selon la LPP. Et le prestataire doit assurer également une couverture géographique, c'est-à-dire que si le patient déménage ou est en vacances, il a un problème, etc., on doit pouvoir le dépanner du fait qu'on a des agences un peu partout, notamment en France. J'ai mis que la carte de la France là, mais c'est quand même un confort pour le patient qui, effectivement, doit se déplacer pendant ses vacances ou doit déménager tout simplement. Et puis, on a des outils qui permettent aux médecins de s'assurer du suivi de son patient. C'est-à-dire quand vous le revoyez en consultation, on vous met à disposition un site qui vous permet, différentes plateformes qui vous permettent du coup de voir les données du patient, de voir comment il adhère, de aussi voir comment le technicien a fait son travail. Et ça, on va en parler juste après. Hop. Donc là, c'est le détective. Du coup, comment ça se passe? Le suivi. Donc, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, l'installation du matériel qui se fait à domicile dans la plupart des cas.
La mise en place du télésuivi de manière à assurer la possibilité de voir les données à distance et nous d'assurer éventuellement un coaching téléphonique. Donc on a 3 visites obligatoires sur les 4 premiers mois, donc c'est vraiment la phase d'adaptation, c'est la première prescription que vous faites, c'est 4 mois. Donc pendant ces 4 mois, nous, notre boulot, finalement, c'est de s'assurer que le patient il adhère au traitement et surtout que ces problèmes techniques soient réglés très rapidement pour éviter justement qu'il abandonne la PPC. Donc nous, chez SOS Oxygène, mais d'une manière générale, tous les prestataires sont un peu à la même enseigne. Donc on prévoit un appel puisque les données de télésuivi remontent environ entre J1 et J3 de manière à s'assurer que le patient va bien, s'il a des questions, le rassurer, etc. Et prévoir éventuellement une visite rapidement si jamais il était vraiment en difficulté. En général, on prévoit une visite environ entre J7 et J10 maximum, qui va générer un premier compte-rendu que vous allez pouvoir consulter via les plateformes du coup qu'on vous met à disposition. Et puis, on a une visite à J30 et une visite à J90, 3 mois, en fait, qui vous permet ensuite, vous, de revoir le patient et de éventuellement renouveler la prescription qui après se fait annuellement quand le patient est téléobservé, ou tous les 6 mois, on passe, quand un patient n'est pas téléobservé, récupérer les données de la carte et vous revoyez de toute façon votre patient tous les ans pour le renouvellement de la prescription. Il est possible également de passer la main à votre confrère généraliste si votre patient est stable, qu'il n'a pas de problème de comorbidité importante, etc. et que vous considérez que vous pouvez lui passer la main. Au troisième renouvellement, le médecin généraliste peut signer à votre place, en tout cas la prescription de la PPC. Voilà, bon, là c'est juste un petit... Voilà, je vous ai détaillé un petit peu, sachant que ces visites peuvent être... Si besoin de 3 ou 4 visites supplémentaires, voilà, on fera en fonction du patient, on s'adapte. Notre but, c'est vraiment que le patient il adhère au traitement et je vais vous expliquer après pourquoi. Hop. Voilà, là c'est pourquoi il faut que le patient il adhère au traitement. Donc c'est un peu une usine à gaz ce truc-là, mais je vais vous expliquer. Donc vous avez le forfait 9 INI tout en haut. Donc en fait c'est les 4 premiers mois du traitement. Donc nous sommes payés par la caisse d'assurance maladie 17,50 €, peu importe l'observance du patient, c'est-à-dire qu'il ait des difficultés ou non, on est payé 17,50 €. Ensuite, au bout de ces 4 mois, eh bien, le patient va se retrouver dans plusieurs catégories en fonction de son observance. Donc soit déjà il est télésuivi, et là vous êtes sur un TL1, TL2 ou TL3. Le TL1 correspondra à une observance supérieure à 4 heures, où là on va être payé 15,58 €. Versus le TL3, donc pour une observance qui serait inférieure à 2 heures, où là on est payé 4 €. Et puis on a la catégorie de patients qui sont non télésuivis, où on passe du coup 2 fois par an, on relève la carte SD on prend la carte SD du patient, on télécharge un rapport via l'ordinateur portable, et là pareil, nous, on se doit de déclarer l'observance du patient et en fonction de l'observance, soit il se retrouve en NT1, NT2, NT3, donc soit on sera à 11,69 € versus 4 € pour des patients qui ne sont pas observants. Et puis on a, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, des patients qui refusent catégoriquement qu'on utilise leurs données. C'est-à-dire même sur la carte SD, même en télésuivi. Et là, ils font partie de la catégorie des forfaits SRO, donc 7,84 €. En réalité, nous, on est payé 4 €. Et le patient prend en charge le reste, 3,84 €. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait les visites habituelles, mais par contre, on ne peut pas télécharger ces données, donc on ne sait pas ce qui se passe. Alors parfois, le médecin, quand il revoit son patient en consultation, le patient est d'accord pour télécharger ces données avec sa carte, mais nous, voilà, il n'a pas confiance. Souvent, c'est des patients qui sont dans l'informatique, qui ont un souci avec les problèmes de données, et on le voit même à la PHP, il y a des problèmes de fuite. Donc voilà, ça peut être ces raisons-là. Ensuite, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les outils pour que vous puissiez finalement accéder aux données de vos patients. Donc le prestataire, il se doit de vous mettre à disposition un site, une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir vous connecter, c'est sécurisé. Vous aurez un identifiant, un mot de passe. Et puis, quand vous vous connectez, vous avez toute la liste de vos patients qui apparaît. Et vous avez notamment des codes couleurs qui vous permettent de tout de suite, d'un coup d'œil, pouvoir savoir si votre patient il est observant ou s'il est en difficulté. Voilà. En tout cas, c'est assez intéressant de pouvoir fonctionner comme ça.
si jamais vous avez envie de trier un petit peu vos patients, pour ceux qui sont un peu réfractaires. Et puis, quand vous cliquez sur la fiche d'un patient, vous allez avoir ses coordonnées, son nom, etc., son âge. Vous allez avoir le type de machine qu'il utilise. Vous allez savoir si il utilise le télésuivi, parce que le télésuivi, pour mettre en place le télésuivi est soumis à un consentement du patient. C'est-à-dire que si le patient n'est pas d'accord, on ne peut pas mettre en place le télésuivi. Comme on ne peut pas récupérer sa carte SD, s'il n'est pas d'accord, ça reste des données personnelles. Et puis vous avez le modèle de masque qui apparaît également, comme ça vous permet de savoir quel masque il utilise. Très important, la petite enveloppe, alors là c'est le format, mais en général tous les prestataires le font, vous pouvez communiquer avec le prestataire via une petite messagerie. Donc sur la fiche du patient, vous cliquez sur la petite enveloppe et vous pouvez tout à fait nous transmettre un message, merci de changer la pression, merci de changer le masque du patient, et nous après on traite la demande directement, ce qui fait que ça évite que vous passiez un coup de fil et que la personne ne soit pas disponible éventuellement au téléphone tout de suite. Et puis, je pense que ça c'est confortable pour tout le monde, la signature électronique de la prescription. Donc en fait, quand vous cliquez dessus, ça génère un PDF. Vous pouvez il est déjà pré-rempli, vous avez 2-3 petites croix à cocher. Et ensuite, vous le signez électroniquement. Alors, pour créer la signature électronique, vous avez une petite plateforme qui s'appelle Pandalab. Donc on vous crée un compte, vous créez votre signature électronique et ensuite vous passez par cette plateforme. Et dès que vous signez électroniquement, ça nous est transmis à nous sans que vous ayez rien à faire. Et vous pouvez vous-même vous l'imprimer en PDF et vous le ranger voilà, dans vos papiers, dans votre ordinateur. Là, c'est, je trouve, très important pour vous, à mon sens, le suivi finalement de votre patient. Donc là, ça va être toutes les visites qui sont faites au domicile. Et je vous ai mis en rouge la petite flèche, c'est en fait le commentaire du technicien. En réalité, ça peut être, à mon sens, important que vous ayez la possibilité d'avoir accès et de le lire, notamment quand voilà, il y a des situations qui peuvent, je pense que vous n'êtes pas au domicile et l'environnement du patient, vous ne le connaissez pas forcément. Et parfois, dans les commentaires, en effet, on peut retrouver des patients qui peuvent être en difficulté, avoir un environnement insalubre, être SDF, etc. Ils n'osent pas vous le dire et nous, on peut avoir des informations qui ne vous sont pas dites. Vas-y, Eddy. En fait, on m'a coupé doublement le micro. On a coupé le son plus le micro. Vous voulez plus que tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un truc que j'ai découvert un peu avec le temps. Alors, c'est que le patient qu'on a nous en face de nous n'est pas du tout le même que celui à la maison. Bon, ça a l'air bateau comme ça, mais quand on a des observances, on dit oui, le patient n'est pas observant, il y a des fuites, on dit monsieur, c'est pas bien, comment ça se fait que, etc. Et on se retrouve par exemple avec des patients qui vivent dans les squats. On se retrouve avec des patients qui considèrent qu'ils n'ont pas un rond pour payer l'électricité, donc ils mettent l'électricité au moment où ils mettent la machine, ils la coupent après, ce qui fait que ça ne télétransmet jamais, ou ils coupent tout de suite. Je ne sais pas si sous les derniers modèles de ResMed c'est le cas, mais à un moment donné, si on coupait trop tôt la machine, ils n'avaient pas le temps d'écrire sur la carte, donc on se retrouve dans des situations un peu comme ça. Après, on a des patients qui ont des syndromes de Diogène qui cumulent. Donc, ce qui fait qu'ils dorment assis, tout petits. Donc, les fuites, le confort, la qualité, etc. J'ai des dames qui élèvent des chats dans des situations épouvantables. Donc, il y a des trous dans les circuits, n'en plus pouvoir. Et bien, ça, nous, on ne les voit pas. Donc, si on vous donne des rapports d'observance et que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à la maison, en fait, on est dans le faux et on peut toujours se battre. Et le fait d'avoir les informations, ça, c'est sur le site et c'est très bien, mais le message majeur, c'est connaissez votre technicien et discutez avec lui, parce que ça ne remplace pas le site, et demandez à ce que vous n'ayez pas 50 techniciens, mais 1 ou 2, comme ça, ils vous donnent l'info directement. Alors, il faut se battre avec, parfois, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais vraiment, là, ça fait une petite année que je réalise à quel point les problèmes sociaux sont fréquents, et encore, on ne diagnostique pas une bonne partie des gens qui sont dans la misère. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, n'hésitez pas à regarder de temps en temps, vous allez avoir des sacrées surprises sur des gens qui arrivent, qui présentent très bien parce qu'ils ils sont fait prêter des habits pour aller chez le docteur, et dans la vie c'est compliqué. Enfin moi j'habite dans le Nord, à part la fricadelle, il y a aussi un peu de misère quand même.
Mais je confirme tout à fait, moi qui ai fait pas mal de domiciles. En réalité, vous voyez un patient en face de vous, mais dans la réalité de son environnement au domicile, c'est parfois, il faut supporter le truc. Hein, voilà. Donc des fois, ça permet de comprendre les raisons, parce que le technicien va vous donner ces raisons-là de sa non-observance, qui ne vous dira pas forcément à vous. Mais à l'inverse, des fois, vous, ils vous disent des choses qui nous disent pas. Donc voilà, ça peut être dans les deux sens. Maintenant, je vais vous parler du télésuivi. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Ça a été mis en place et je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir quasiment les données en temps réel de vos patients. Et nous, ça nous permet de les accompagner davantage mieux parce que quand on passe 2 fois par an, en 6 mois, il se passe des fois des choses dans leur vie. Ils n'utilisent plus la machine, mais on ne sait pas. Et ils ne nous appellent pas et on arrive 6 mois après comme une fleur et en fait, ils n'ont pas du tout utilisé la machine. Donc le télésuivi, ça va vraiment permettre de savoir en amont, avec peut-être des alertes qui peuvent être déclenchées si on le souhaite, voilà, de nous avertir pour intervenir plus rapidement sur des patients qui seraient en difficulté. Donc comment ça fonctionne finalement le télésuivi? Normalement, en pratique, c'est le médecin qui nous le prescrit sur une ordonnance avec la prescription de la PPC. Je dis normalement parce que ce n'est pas encore dans les habitudes de tout le monde. Et bien sûr, même si le médecin le prescrit, il faut que le patient soit d'accord. Hein, je vous le redis, c'est des données personnelles. On est obligé d'avoir son accord pour l'activer. Donc ensuite, nous, on l'active après son accord. Ça vous permet à vous, médecin, de l'avoir, d'avoir accès, pardon, et au patient également d'avoir accès à ces données de suivi. Donc comment ça fonctionne? Finalement, toutes les machines, elles sont équipées d'un petit module comme un téléphone portable. Hein, c'est en GPRS, ça envoie 1 fois par jour les données. Alors, on ne sait pas trop, mais à peu près 1 heure après l'arrêt de traitement. Alors, il y a des patients qui sont craintifs de ça parce qu'ils disent « moi, je ne veux pas d'ondes à côté de moi, etc. » Mais en réalité, ça n'émet pas d'ondes pendant qu'il dort. C'est que dans la journée, au moment où, après qu'il a arrêté son traitement. Par contre, il est impératif qu'il ait sa machine branchée. Je vous le dis parce que parfois, on dit, nous, à nos patients, branchez votre machine. Ils ne comprennent pas. Ils nous disent « mais je ne l'utilise pas, pourquoi ?» Parce qu'en fait, sinon, on ne reçoit pas les données et vous n'avez pas accès à ces données. Du coup, ça fausse tout. Et on pense qu'ils ne l'utilisent pas. Et ensuite, donc, ces données sont hébergées et vous, comme nous, prestataires, on a accès à ces données via un site internet, via une plateforme fabricant. Donc en fonction du fabricant, vous avez différentes plateformes. Donc c'est ma slide d'après, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, pour avoir accès à ces plateformes, il faut que vous demandiez aux fabricants. Pour le coup, là, ce n'est pas nous qui vous donnons accès, c'est eux qui vous créent un compte. Et une fois qu'ils vous ont créé le compte, c'est à vous aussi de nous dire que vous voulez qu'on vous rattache vos patients à chaque fois qu'on a un nouveau patient, de les rattacher pour vous donner accès aux données, parce que finalement, c'est nous qui vous donnons accès aux données ensuite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'extranet, c'est que vous avez accès qu'à aux patients que vous nous confiez à nous. Sur la plateforme fabricant, la différence, c'est que vous avez accès à tous vos patients. Peu importe le prestataire avec qui vous avez confié le patient, vous avez accès à tous vos patients. Vous avez la possibilité de consulter les données en temps quasiment réel, puisque si le patient a dormi la nuit d'avant avec, le lendemain, vous avez tout de suite ces données qui apparaissent. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez surtout, et ça, c'est aussi peut-être intéressant pour vous, ça m'a fait pareil tout à l'heure, quand vous avez un patient en téléconsultation avec vous, qu'il a des soucis de pression, ou que vous voulez régler des choses, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité d'accéder au téléréglage, finalement. Vous pouvez régler à distance la machine du patient. Donc ça, c'est plutôt confortable quand on veut tout de suite faire les choses sans passer par le prestataire, pour le coup. Voilà. Et je vais terminer. SOS médecin. Ça, je l'avais pas... Il a fait des choses cette nuit et je n'étais pas tout au courant. Donc, voilà. Juste des choses sur le topo, hein, qu'on soit bien d'accord. Comme elle n'était pas là, je ne veux pas savoir le reste. Donc, quand est-ce qu'on doit, nous, prestataires, faire appel aux médecins? Enfin, faire appel. Quand on est un petit peu dans l'impasse avec un patient, parce que ça peut arriver, à quel moment, finalement, dans quel cas, on doit vous avertir? Donc, je pense que les patients non observants, c'est quand même bien que vous sachiez quand un patient n'utilise pas sa machine. Peut-être pour que vous le reconvoquiez, pour essayer de comprendre les causes. Alors souvent, nous, on a essayé de tout faire niveau technique. Souvent, c'est quand même plutôt un blocage psychologique.
Et puis, il nous arrive aussi d'avoir des patients qui ont des problèmes techniques persistants. C'est-à-dire, on a essayé tous les masques qui existaient sur la planète, on a toujours des fuites, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et dans ces cas-là, c'est quand même bien que vous soyez avertis de tout ce qu'on a fait en amont. Et puis c'est surtout à nous de dire à un moment donné, stop. Ok, non, pas forcément stop la machine, mais peut-être de dire, ok, on ne va pas s'en sortir avec les fuites, mais le patient va bien, on a fait une oxymétrie, elle est à peu près correcte, on n'aura pas mieux, mais c'est à nous de dire à un moment donné, voilà, on continue comme ça. En attendant qu'on dise on continue comme ça, eux, leur job, c'est de dire on peut mieux faire. Mais de temps en temps, il faut rester relativement humble. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de connaître son technicien et d'avoir un référent avec lequel pouvoir faire des petits points intermédiaires, parce que c'est l'occasion de parler en fait, de tout ce qu'on va voir ici, mais de commencer par les non-observants. Pas non-observants, parce que, oui, en fait, c'est quoi un patient observant? Quand est-ce que le patient est observant? En fait, la vraie question... Vas-y. Voilà, 4 heures, exactement. En fait, la vraie question, c'est à qui on pose la question. En fait, la chose, c'est à qui on pose la question. Si on pose la question au patient, le patient, à partir du moment où il dit « moi, c'est tout ce que je peux faire », pour lui, il est observant. Si le patient il dit « moi, je ne peux pas le garder plus d'1 heure, mais pendant 1 heure, je le garde quand même, il ne faut pas déconner, vous voyez bien », pour lui, il est observant. Si on demande de Presta, à 4 heures, il est observant. Si on demande à nous, c'est toute la nuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette tous d'accord. Donc là, le point sur les non-observants, c'est à vous de donner la limite au Presta et de dire, moi, si tu viens me parler d'un patient non-observant, c'est pas à 4h02, il est observant. C'est, moi, je veux 5 heures ou 6 heures ou peu importe. Après, c'est aussi patient par patient. Et donc, le point Presta avec le technicien, ça sert aussi à ça, à gérer les choses. Parce que si vous devez gérer les choses une par une, passer votre vie, avoir des coups de fil, etc. Et à la fin, vous dites, bon non, laisse tomber, tu te débrouilles, etc. Donc ça, c'est... pardon, excuse-moi. Et donc, pour les problèmes techniques persistants, alors, c'est rare que nous, on puisse donner l'astuce matérielle au technicien, surtout si on choisit son technicien et qu'il est bon. Sinon, on le vire et puis on change de prestat. Je suis désolé. Donc, en matériel, c'est rarement nous qui donnons. Mais de temps en temps, on peut discuter et deux cerveaux valent toujours mieux qu'un. C'est vrai. Donc, hop. Alors, évidemment, de vous avertir quand un IAH résiduel est élevé, alors soit après l'initiation de la PPC, ou soit un IAH qui serait émergent après plusieurs années. En tous les cas, c'est évident que quand nous, on remarque que l'IAH résiduel explose, c'est de vous prévenir pour qu'on voit, on regarde le dossier ensemble et que, effectivement, s'il y a des modifications de réglage ou un mode ventilatoire à mettre en place différent, qu'on soit ensemble d'accord pour ça. Et puis, des changements de modèle de PPC, puisque ça peut être soit parce que le patient il a envie d'une petite PPC jolie avec des fleurs, soit parce qu'il a envie de voyager, il ne faut pas que ce soit trop lourd, soit parce qu'il veut quelque chose de très silencieux. Peu importe la raison, mais c'est bien de vous avertir qu'on change d'un modèle à un autre. Alors, ce qui peut arriver plus fréquemment, c'est aussi, parce que là j'ai mis le modèle de la Prisma qui est très bien en soi, c'est parfois des patients âgés ont du mal à manipuler l'humidificateur. Donc, voilà, on préfère vous prévenir, écoutez, là, on a des soucis, le patient, il n'arrive pas, il a de l'arthrose ou n'importe quoi, il n'arrive pas à manipuler, est-ce qu'on peut passer, les algorithmes sont différents, donc c'est quand même important de vous prévenir, à mon sens. Après, si vous déterminez que vous laissez la main sur ça, parce que c'est ça aussi qui est important, je pense, c'est de savoir... Ça vous évite de vous retrouver avec une machine avec laquelle vous ne travaillez pas, en remplacement d'eux. Pareil pour les masques, le patient qui dit... Parce que quand ils disent je veux le masque du voisin, le prestat, pour faire plaisir au patient, pour ne pas le perdre, pour que le patient dise ah, ils sont gentils chez SOS. Je dis SOS parce qu'ils ont les mains. Et ils disent ok, moi je les revois et je dis mais votre voisin, il a quoi comme bagnole? Pourquoi vous n'avez pas la même? Donc de temps en temps, nous, quand on vient mettre une louche, les patients disent ah oui, c'est comme ça, bon, d'accord. Donc de temps en temps, ça permet de mettre. Parce que on est là, dans l'océan Indien, il fait beau, tout ça. S'il n'y a ni fabricant ni prestat, on n'est pas là ou ailleurs. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous, on comprenne aussi des espèces de trous dans la raquette où il y a de l'argent qui s'en va de la part des prestataires pendant l'année de prescription. Donc si on peut éviter pour eux des trucs inutiles qui coûtent de l'argent, que ce soit des interventions en ayant accès à la plateforme fabricant, parce que c'est vraiment plus simple de dire ah bah tiens, j'ai un patient en face de moi, je vais le mettre en fixe, plutôt que de dire allô, est-ce que tu veux bien le mettre en fixe, que l'autre il est sur son ordinateur, sur l'écran de droite on a le site, on modifie et puis c'est tout. Donc
l'interaction, il ne faut pas que ce soit extrêmement passif et que le prestat fasse tout. Il ne faut pas considérer qu'on mâche leur travail, qu'on fait leur travail alors qu'ils sont payés pour ça. C'est vraiment un truc de... C'est une équipe de choc. C'est ça. Et puis de remonter les problèmes relationnels, parce que ça existe, hein, les patients parfois, déjà quand on dort mal, hein, on peut être un peu fâché, hein, voilà, donc en tout cas les problèmes relationnels, c'est plutôt intéressant de vous les remonter, et en général vous quand même vous les connaissez aussi. Ils sont peut-être. On ne sait pas comment ils sont pas avec nous comme ils sont avec vous. Avec nous, ils sont tout mielleux. Il suffit de voir la secrétaire. Hein, la secrétaire qui dit il est rentré en salle d'attente, il a gueulé sur tout le monde, il me prend pour de la merde. Et quand ils arrivent, ils sont en retard, là, ils arrivent. Je dis excusez-moi pour le retard. Non mais docteur, je comprends très bien. Attendez, il n'y a aucun problème. Donc on l'a tout ça. Mais c'est pour ça. Mais pour les problèmes relationnels, parce que je sais pas vous, mais moi je dois être un inspirateur d'anxieux. J'ai beaucoup de patientes anxieuses. Et j'ai plusieurs prestataires. J'ai pas la même personnalité de tech. Et ça, c'est un truc juste génial. Quand vous avez la dame qui est hyper anxieuse, vous lui envoyez le mec speed comme ça, elle va être en panique totale, vous envoyez quelqu'un de doux, c'est quand même autre chose. Vous avez le jeune, l'espèce de playboy, geek, objet connecté, vous envoyez une petite jeune, le gars il va lui sortir le grand jeu, vous lui envoyez un gars qui va parler le même langage. Nous, on a beaucoup de maghrébins, il y a la maman, vous sonnez à la porte, il y a les fistons qui arrivent. C'est quand même sympa quand c'est une jeune qui arrive pour s'occuper de la maman. Voilà. Il faut quand même garder cet esprit-là avec les techniciens et ça évite beaucoup de problèmes relationnels quand vous essayez d'adapter le profil psychologique. Et ça, c'est une discussion avec nous. Et parfois, on fait pas gaffe. Et il suffit juste qu'au sein de la boîte, on se dise, bon, est-ce qu'on ne change pas de tech? Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de contact. Ou recadrer le patient et dire, écoutez, on est là pour vous, arrêtez de nous gonfler. Ouais, je suis d'accord. Et souvent, quand vous nous confiez des patients et que vous avez déterminé en effet qu'il y avait un besoin particulier, vous nous le dites et ça, voilà, on essaye nous de s'adapter justement à ce besoin. Il n'y a pas de souci. Hop. Et puis, les problèmes de tolérance aux pressions, parce que ça c'est assez fréquent, hein, le patient qui vous dit oh là, ça souffle trop fort, je supporte pas, etc. De vous le dire, parce que c'est quand même vous qui avez plus la main sur les réglages. Et donc, voilà, on vous prévient pour vous demander éventuellement de diminuer la pression. Bien sûr, s'il n'y a pas de fuite, si on a bien déterminé qu'il n'y a pas de problème technique. Enfin, le gros message de tout ça, hein, de cette diapo un peu fourre-tout, on a mis des choses qui pourraient être... C'est de dire qu'il existe évidemment, même si les prestats vont tout faire pour vous montrer qu'ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de vous, parce que c'est eux qui maîtrisent le terrain, il y a un moment donné où il faut qu'on mette, nous, le nez dans le dossier et qu'on soit disponible pour le prestat et qu'on prenne des choix, parce qu'à la fin, n'oubliez pas que la décision d'appareillage, c'est la nôtre, la décision de désappareillage, c'est la nôtre aussi. C'est à nous de dire aux patients, je vous désappareille. Même s'il y en a qui ronchonnent, etc. Et il y a une situation, mais là on a discuté hier soir avec Jean-Pierre, de tout un tas de situations compliquées à gérer. C'est le patient, par exemple, qui met de la PPC de temps en temps. Ça lui fait vraiment du bien, mais il la prend comme du Doliprane. C'est-à-dire que quand il n'est pas bien, qu'il est fatigué, il sait que ça lui fait du bien de la mettre. Sauf que nous, ça ne nous va pas. Ça ne nous va pas parce que d'un point de vue médical, il vaut mieux ne pas traiter que mal traiter. Ça, c'est toutes les études où l'observance elle est basse et on se rend compte que c'est vraiment pas terrible. Et donc, et puis la facturation, etc., etc. Et moi, je dis aux patients, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous voulez une PPC, je vous donne un site, vous achetez une PPC, vous la gérez. Je peux vous donner un coup de main si vous voulez, des conseils, etc. Mais on ne va pas passer par le circuit normal. Et ça, voilà, ça fait partie des discussions qu'on doit pouvoir avoir avec le prestataire pour faire en sorte que... Mais je crois que là où il y a vraiment le focus majeur, c'est en amont de l'appareillage, et ça, on n'y échappe pas, et c'est notre taf. C'est pour ça que si on fait de la PPC que pour côté de la polygraphie, on va nulle part. Et après, il y a le démarrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux, ils soient sur le terrain, sur le dos du patient, enfin, entre guillemets, et que nous, on soit réactifs si jamais on nous sollicite. Une fois que c'est démarré, après, grosso modo, ça va. Quand vous avez des files actives sur des prestats avec lesquels vous ne travaillez plus, mais des vieilles files actives qui coulent, il y a rarement des problèmes. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui vont relativement bien. Donc voilà. Donc, si vous ne voulez pas accepter la fatalité des 50% d'abandon de PPC, vous êtes obligé qu'à partir de lundi, vous intégriez ce duo de choc, d'accord, et qu'avec votre prestataire, vous formiez le Starsky Hutch de demain et que vous mettiez en place tout ce travail de longue haleine. Pardon ?
Les chiens, ils sont. Je te donne l'emplacement GPS du poteau où il y a le beau chien là-bas. Bon, en tout cas, Alice, merci beaucoup. Merci à tous. Bon, c'était le dernier de la série et on laisse la place au clou du spectacle. Merci beaucoup, Darius, de m'avoir fait confiance pour tout ça et à SOS de m'avoir accompagné.